Christelle, on va commencer avec vous peut-être, et avec ce fameux, enfin fameux, je ne sais pas, mais en tout cas, ce rapport, cet avis au Conseil économique et social. Dans l'avis, finalement, vous montrez qu'on n'a pas vraiment intégré la vision de la loi de 2005, dont parlait Axel Kahn tout à l'heure, et dont on fête les 10 ans, qu'on a du mal à sortir du champ médical pour la recherche. Quels sont pour vous les enjeux de cet avis? Qu'est-ce que vous en attendez et quelles sont les préconisations aussi que vous avez fait dans cet avis? Pour redonner, bonjour à toutes et à tous, pour redonner le cadre de l'avis, il a été rendu parce que le Premier ministre avait saisi la troisième chambre constitutionnelle pour répondre à l'enjeu de la conférence nationale du handicap. Et alors, le Premier ministre n'a pas saisi ses œufs comme ça, tout seul, sans qu'il y ait des petites mains avant, dont certaines sont dans la salle, les pousser un peu pour s'y intéresser. Voilà. L'enjeu était de faire réfléchir l'ensemble de la société civile organisée sur des préconisations qui permettraient effectivement d'appuyer les politiques inclusives de notre pays et que quelque part la question, les problématiques rencontrées par les personnes en situation de handicap, je dirais les problématiques d'exclusion au sens large du terme rencontrées par les personnes en situation de handicap, puissent venir par les préconisations qu'on allait faire, éclairer d'autres champs de la fragilité. Bon, ça c'était l'objectif. Et là où on a été bon, si je puis dire, c'est que nous avons réussi à faire des préconisations avec l'ensemble de mes collègues qui réunissent, non pas simplement sur l'intention, mais sur le comment faire, des organisations aussi éloignées les unes des autres que peuvent l'être, comme je les cite souvent, le MEDEF et la CGT. Et ces préconisations ont reçu le vote de la Chambre à l'unanimité. À l'unanimité. Là où est notre déception, c'est que les cabinets forcément ministériels en ont été destinataires, et Matignon en particulier, que nous n'avons pas vu de préconisation retenue pour la CNH, et que donc, en tant que rapporteur de cet avis, je reprends mon bâton de pèlerin. J'étais au cabinet de Madame Neuville hier après-midi sur le sujet, et je vais aller à l'Élysée, alors toujours pas Matignon, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, à l'Élysée la semaine prochaine pour porter justement à la connaissance de ceux qui auraient pu passer à côté les préconisations qui réunissent l'ensemble de la société civile organisée. Et je trouve dommage qu'à partir du moment où des gens si différents arrivent à se mettre d'accord sur des préconisations, on n'en tienne pas compte. Enfin, ça n'est pas un très bon signe vis-à-vis des acteurs de la société que nous sommes, et surtout dans une démocratie. Alors, ce que nous avons fait, enfin, nous sommes partis d'un constat, c'est surtout que notre pays est dans une espèce d'obscurantisme vis-à-vis de la connaissance de ce qui pourrait être, de ce que pourraient être les personnes en situation de handicap. On n'a pas de chiffres, on a des chiffres très approximatifs, aussi bien au niveau de l'épidémiologie que au niveau même de la recherche fondamentale. Enfin, on n'a pratiquement rien. Et en tout cas, ce qu'on peut avoir, et par exemple les travaux que la FIRA peut mener, ne sont valorisés que par la FIRA. Enfin, je veux dire, voilà, à chaque fois, ce sont des acteurs qui sont motivés, des personnes qui s'engagent tout ensemble, mais qui restent dans leur coin au total, parce qu'il n'y a pas, à un moment donné, la volonté d'une nation de s'en emparer pour dire c'est une chance pour tous.
Et c'est là où au Conseil économique, nous sommes un peu embêtés. Désolée, je suis bavarde, hein, mais c'est parce que je voulais replacer le contexte, parce que le contexte a son importance. Les personnes en situation de handicap, comme le disait très bien Axel Kahn, et on a réussi à faire changer l'état d'esprit de nos collègues du Conseil économique, ne serait-ce que par les auditions. Je leur présente la liste des personnes que nous proposions pour des auditions. Et mes collègues me disent, mais attends, mais t'invites pas de personnes handicapées. Ben, je leur dis si. Ben, tu l'as pas écrit. Ben, je dis, mais c'est pas parce qu'elles sont handicapées que je les invite. C'est parce qu'elles ont une expertise sur tel ou tel sujet qu'elles sont intéressantes. C'est pas parce qu'elles sont handicapées qu'elles sont intéressantes. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. J'en ai fait exprès. Hein. Enfin bon, voilà. Quand le président de la République à la CNH dit il faut changer le regard, c'est pas parce qu'on va faire ça que le regard va changer. Hein. C'est parce qu'il y a toute une dynamique qui est d'arriver à faire reconnaître que nous partageons tous la même humanité. Et comme le dirait Charles Gardou, qu'il n'y a pas de vie minuscule. On va être en capacité de le changer, ce regard. Et c'est toutes nos actions, et via ce que disait Axel Kahn tout à l'heure, la recherche appliquée, qu'on va effectivement pouvoir y parvenir. Mais alors c'est un petit peu déprimant, hein, même si on va éviter d'être déprimé, mais ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a quand même des freins au sommet de l'État, des freins un peu partout, qui font que malgré des recommandations assez claires, assez précises, assez simples en plus, hein, vous pourrez peut-être donner quelques exemples, mais c'est des choses qui paraissent un peu tomber du bon sens. Malgré tout ça, on a l'impression à vous entendre que ça va mettre beaucoup de temps, pour le moins, à se mettre en place, que ça va être compliqué de passer à la phase d'action derrière. J'appellerais pas ça des freins. Je pense que ce n'est pas une priorité. C'est différent. Quand on mène des politiques, il faut faire des choix. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce sujet n'est pas une priorité. Sinon, on s'en rendrait compte un tout petit peu. Bon. Ce sujet, c'est quand même 25% de nos concitoyens. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ces 25%-là, on les Alors là, oublie un peu. Du coup, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, si vous voulez. Comme ça, vous poserez la question à l'Élysée la semaine prochaine, alors, comme ça. Bien sûr, ça sera pas la première fois que nous les interpellerons, mais on a l'impression que c'est un peu le mythe de Sisyphe, qu'à chaque fois, il faut recommencer, réexpliquer les mêmes choses. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, et je vois des visages dans la salle qui sont convaincus par ce que je veux dire, on ne grandit pas ensemble. Enfin, dès le départ, on nous parque les uns sans les autres. Comment pourrait-on faire pour ne pas être obligé de parler, parce qu'on parle sans arrêt de formation. Moi, j'adore la formation, mais il y a aussi le fait de vivre ensemble éviterait un bon nombre de formations, parce que la formation, c'est au contact. La première fois que j'ai pu déambuler avec un ami déficient visuel, j'étais super gourde, quoi. Vraiment super gourde. Et puis maintenant, ça va mieux. J'ai pas eu de formation, c'est juste la rencontre qui a fait qu'il m'a montré quelle attitude je devais avoir pour qu'on soit bien ensemble. Voilà. Donc, parmi les préconisations que nous avons faites, et une auquel je tiens, parce qu'elle est simplissime, et elle n'a pas été retenue, on m'en a expliqué des raisons hier. Nous avons lancé au CESE une plateforme qui s'appelle la plateforme Richesse et Différence, et qui avait pour ambition de collecter les projets qui visaient effectivement à répondre à une société plus inclusive. Une des préconisations était que l'État, puisque à notre avis c'est à lui d'organiser, non pas de contribuer pour tout, mais de donner les conditions de réussite d'un tel projet, de permettre que ce projet réussisse, d'avoir cette plateforme collaborative où quelqu'un qui a une idée, plutôt que de réinventer le fil à couper le beurre dans son coin, il aille regarder s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui travaille sur le sujet. Et puis après, on travaille ensemble et puis on réussit. Voilà. Donc ça,
franchement, c'est pas compliqué. Hein. Enfin, je n'ai pas l'impression que ça soit un projet démentiel et qui coûte des milliards. Ben ça, on nous a expliqué que, a priori, ça n'était pas du rôle de l'État, mais qu'il valait mieux que les citoyens s'organisent. Alors, tel qu'on le fait à la FIRA, hein, tout simplement. Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, braves gens, engagez-vous et allez chercher l'argent du secteur privé. En clair, c'est ça. Bon, ben, bien sûr, puisque l'État a dit non, maintenant on va se remettre à penser et puis on va faire les choses ensemble. Mais ça, c'est essentiel d'arriver à opérer la synergie entre les acteurs. C'est ce que fait la FIRA et c'est ce qu'on souhaiterait pouvoir faire, mais à une échelle plus large. Et il y a un autre projet dont nous avons parlé, et là, pour le coup, je pense que c'est un projet qui pourrait intéresser la FIRA. Vous savez que pour les personnes déficientes intellectuelles, l'organisation que je préside a porté depuis de nombreuses années le facile à lire et à comprendre. Enfin, il y a plein de gens qui connaissent ici. La fondation, d'ailleurs, Crédit Coopératif, a financé avec l'association Nous aussi, donc une association de personnes handicapées intellectuelles, a financé un guide bancaire. Ce guide bancaire, très honnêtement, il ne sert pas qu'aux personnes déficientes intellectuelles. Ce que je dis depuis plusieurs années, et j'arrive pas à me faire entendre, c'est simplement, je pense que je sais pas bien le dire, tout simplement. Hein. Il me semble que pour passer, en fait, le français facile à lire et à comprendre, c'est du français simplifié. C'est un niveau de langage qui est différent de celui que je suis en train d'utiliser tout de suite. Et je pense que une recherche pourrait être de trouver un algorithme qui permette de simplifier. On arrive bien à faire des traductions. Là, on est dans la même langue. On passe simplement d'un niveau de langue à un autre. Ça me paraît pas tout à fait aberrant. Et ça servirait... Je suis désolée, je suis super bavarde, je vous l'avais dit. Je vous coupe dans un instant. Et ça servirait... Là, on va avoir les élections départementales. Ça servirait effectivement à simplifier les professions de voix ou d'autres choses sans les vulgariser. Et ça éviterait à des personnes déficientes intellectuelles qui sont allées poser la question à des responsables politiques de haut niveau, c'est-à-dire du gouvernement, de se voir répondre. En attendant que ce soit possible, en attendant que le français facile à lire et à comprendre soit diffusé partout, votez pour les personnes qui ont un langage le plus simple. Et la personne handicapée, elle est venue me voir. Elle m'a dit, mais t'as vu ce qu'elle m'a dit là J'ai dit quoi? Elle m'a dit qu'il fallait que je vote pour ceux qui s'exprimaient le plus simplement. Elle m'a pas respectée. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle m'a pas respectée parce qu'elle sait très bien que les gens qui parlent le plus simplement, c'est les gens qui ont des idées extrêmes. Eh bien, bravo à cette personne. Bravo à cette personne de comprendre ça. Et je trouve ça dommage que des citoyens tels qu'eux, et qui ont ce discernement, parce qu'ils ont été humiliés toute leur vie, donc ils ont le temps de penser, et ils ont beaucoup plus de discernement que beaucoup d'entre nous, arrivent à partager cette intelligence avec nous. Voilà. Alors, je rebondirai sur deux points. Le premier, c'est que le français facile à lire et à comprendre, il sert pas qu'aux personnes déficientes intellectuelles par ailleurs. Hein. Moi, l'avis du Conseil économique, social et environnemental, je l'ai lu dans le français facile à lire et à comprendre. Et effectivement, j'ai tout bien compris. Je pense qu'il peut servir à plein de monde. Et puis, le deuxième point, ce que vous dites, c'est, du coup, si l'État ne prend pas en charge et ne veut pas mettre en place ces projets, ces solutions inclusives qui paraissent assez simples, la FIRA, entre autres, elle met en place justement des solutions. On parlera dans un instant du centre ressources, qui est une version un petit peu cousine du site internet que vous vouliez voir se mettre en place, où on a effectivement un partage des résultats de recherche, donc un partage des idées, un partage des avancées qu'on fait dans les domaines du handicap en l'occurrence. Alors, du coup, revenons là-dessus sur... L'État ne met pas en place ce qu'on voudrait qu'il mette en place. Le changement va venir de la société civile, des acteurs de terrain, des citoyens. C'est là véritablement que vont avancer les choses.
comme toujours pour ce qui concerne le secteur du handicap. Enfin, on sait très bien que ce secteur n'a émergé que par la volonté des citoyens qui se sont organisés. Et là, pour le coup, je vais faire un petit peu la pub de l'UNAPI, mais ce sont les familles qui se sont organisées et qui ont proposé des solutions d'accompagnement. Parce que sinon, la vision était une vision assez médicale. Et très honnêtement, quand aujourd'hui, quand votre enfant relève de la protection juridique. Enfin, quand vous demandez une protection juridique pour lui, pour ses 18 ans, et que vous devez aller voir un médecin dit spécialiste, et que vous, votre enfant, vous comprenez à peu près, pas toujours, mais quand il a faim, quand il a chaud, quand il a froid, quand il veut quelque chose ou quand il veut pas quelque chose, et que le médecin met sur le certificat... ce que vous lisez sur le certificat, ça vous démonte parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait une personne, quoi. Mais chez qui il n'y a pas de lumière à ce moment-là, quoi. Moi, je me pose la question. Alors, vous parliez à l'instant des familles et évidemment, les premiers concernés, les personnes en situation de handicap, c'est tout l'intérêt des recherches appliquées, financées par la FIRA. Elles impliquent des acteurs de terrain, des familles, des associations et les personnes en situation de handicap. Comment faire, et est-ce que c'est une de vos préconisations dans le rapport de dire il va falloir plus de recherche appliquée notamment parce qu'on manque encore de connaissances et d'outils? Oui, nous on a proposé deux choses. On a proposé notamment qu'il y ait par l'Agence nationale de la recherche des propositions de recherche qui soient aussi bien en sciences humaines ou de recherche fondamentale, mais qui soient coordonnées par l'ANR. Et puis, il y a un organisme qui a été créé par la loi du 11 février 2005, qui est l'ONFRI, qui a été créé sur les fonds baptismaux en 2007, qui a rendu son premier rapport pour la Conférence nationale du handicap de 2011 et qui depuis n'a pas été... Depuis ne produit plus parce que il n'y a pas eu de président de nommé, il n'y a pas eu... Voilà, donc depuis 2011, sur un sujet comme la recherche, la formation, l'innovation, sur le sujet du handicap, alors que c'est dans la loi du 11 février 2005, puis on laisse ça de côté comme si c'était accessoire. Alors que là, la connaissance et la recherche, c'est la mise en mouvement de l'intelligence de tous, et le plus sûr moyen d'arriver à quelque chose. Mais bon, on n'a pas l'air de tous partager ça. En tout cas... Ici, j'en suis convaincue, mais ailleurs, non.